Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décryptent, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 25e épisode des Tontons Golfeurs. Je suis encore à nouveau et toujours avec mes deux amis, mes deux potos, mes deux frérots, Sébastien et Kevin. Salut les gars. Bonjour Antoine, bonjour Sébastien. Bonjour Antoine. Bon déjà, bonjour est-ce Kevin. que vous avez fait vos... Ah bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Bah ouais. Bon les gars, le Noël arrive. Est-ce que déjà vous avez fait vos petites lettres à votre Père Noël pour lui demander vos jolis cadeaux ? Ah mais tu sais, moi c'est un peu Noël toute l'année. Ah bah oui, c'est sûr. Ah ouais, ah ça. Et moi, toi Sébastien ? Moi c'est Noël le 23 décembre, donc dans 6 jours quand je me rends compte que je n'ai pas encore fait le moindre cadeau. Et que du coup je me dis, mais c'est incroyable le monde qu'il y a en ville. Je pensais être le seul idiot et en fait tu te rends compte qu'on est tous pareils. C'est infernal ça, faire les cadeaux de Noël. Ah ça il faut y Alors penser, que j'y pense mais tout le temps en septembre ou en octobre, en me disant mais ça serait parfait de s'en occuper maintenant. Mais Sébastien, avec ta super saison, en tout cas, tu peux penser à tes deux potos quand même, de leur faire des très beaux cadeaux. Ouais, alors je dois d'abord en parler avec mon meilleur ami qui s'appelle Ursaf. Avec qui il faut que je fasse une avance sur l'an prochain parce qu'il est un peu ric-rac en ce moment, donc je dois lui faire des avances pour l'an prochain. Putain, il doit ric-rac parce qu'il m'a fait la même chose. Bon, allez, on va parler de sujets un peu plus sérieux. Mais avant de commencer ce 25e épisode, Kevin, je vais te laisser nous faire la petite présentation, même si on ne les présente plus pour ceux qui nous écoutent depuis le début, de nos partenaires et bien évidemment d'un nouveau partenaire qui nous a rejoint déjà depuis le précédent épisode. Kevin, à toi l'honneur. Et ben du coup, un grand merci à Callaway qui nous soutient sur tous nos projets. Si vous voulez acheter des cadeaux de Noël, vous pouvez déjà acheter du Callaway, puis vous pouvez aller chez un autre de nos partenaires. Alors je passe à notre second partenaire. Un grand merci à Wally Club Maker, chez qui effectivement vous pouvez aller vous offrir ces clubs. Tous les petits accessoires, toutes les petites choses qui vont faire plaisir sous le sapin, s'ils seront ouverts le 23 décembre. Donc si vous n'avez pas fait les cadeaux, ça serait utile. Donc un grand merci à eux pour toutes ces petits rushs sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez participer aussi au jeu des Tontons Golfeurs qui a en ce moment encore quelques jours en collaboration avec Wally Club Maker pour gagner un fitting et un driver Callaway Ice Smoke. Et pour finir, un grand merci aussi à notre partenaire Golf Planet, média digital, sur lequel vous pouvez trouver toute l'actualité de la nouvelle saison 2024-2025 qui a déjà démarré avec les tournois qui comptent déjà pour 2025. Je crois qu'il y a que le DP World et PGA Tour. Enfin, les circuits principaux ont déjà redémarré, donc vous pouvez tout suivre sur Golf Planet. Voilà. Bravo Kevin, tu t'améliores de plus en plus. Tu pourrais être un présentateur télé tellement que tu t'exprimes d'une façon magnifique. Oh, merci, quel plaisir. Je t'en prie. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est extrêmement intéressant. Je pense bien évidemment, même si les autres l'étaient, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde qui va être comment jouer dans ces conditions climatiques qui peuvent être difficiles, à savoir la pluie, le vent, l'altitude, si on peut en parler également. Bienvenue à Paris, quoi. Le froid. Bienvenue à Paris. Ça s'adresse aux Parisiens. À tous ceux au-dessus de Lyon. Ouais, c'est un épisode au-dessus de la ligne Bordeaux-Lyon. C'est un épisode spécial pour vous si vous. Donc Seb, peut-être que c'est des choses que tu n'as jamais vécues. Ouais, donc, si, t'inquiète, à Lyon. T'inquiète, à Lyon, on est bien lotis aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés dès qu'on se retrouve dans ces conditions, mais on se rend compte qu'il y a des joueuses et des joueurs qui sont très performants et on va essayer de vous donner leurs petits secrets, mais également d'autres qui ne le sont pas, tout simplement d'apprendre à vous organiser de la meilleure des façons quand vous avez affaire à cela. Déjà, si on devait parler, outre de ces conditions extrêmes, si on devait parler des conditions de jeu idéales, pour vous les gars, qu'est-ce qu'on déterminerait ? Moi, j'adore jouer quand... Tu sais, quand tu te dis tout juste, après avoir tapé quelques balles, oh bah tiens, je vais enlever mon petit pull. Ah ouais, le petit polo. Tu le vois, petit polo, t'es bien, mais tu transpires pas polo, trop. Si jamais tu te mets sur la terrasse du clubhouse à l'ombre, tu vois, tu te dis, je remettrais bien ma petite liquette. Mais là où dès que tu t'actives un peu, tu l'enlèves, c'est une température qui doit se situer aux alentours de 18, 20 dans ces eaux-là. C'est les journées, je trouve, fabuleuses qu'on a en général au printemps. Donc là où, tu sais, il fait un peu frais le matin, dès que tu t'actives un peu, tu peux enlever ta petite laine.
Ton cardigan. Ou ton, ou ton damar, si tu as été très prudent. Et là où t'as pas un brin de vent, il fait beau. Voilà, ça, moi, c'est ce que j'estimerais comme condition idéale. Et ensuite, en France, on va jouer, vu qu'on va aussi parler un peu d'altitude parfois, moi, je dirais que c'est entre 0 et 300 mètres d'altitude. Ça correspond quand même à une grande partie du territoire français, là où on joue au golf. Donc voilà, je mettrais un 19 degrés, grand beau, pas de vent, à entre 0 et 300 d'altitude. Ok, et d'ailleurs, Kevin, j'en parle avec toi par rapport au fait que tu maîtrises bien les distances et le TrackMan. Est-ce que lorsqu'on calcule ces distances pour avoir des références en termes de fer, de bois, est-ce que lorsque tu décides de connaître ta distance, tu te fies à une température idéale de 20 degrés et cette altitude-là? C'est une très bonne question, effectivement. J'essaye de le préciser et de temps en temps, j'oublie de le faire. Mais c'est vrai que toutes les distances que je vais donner, généralement normalisées aux practice, donc aux différentes personnes, et c'est souvent le cas, en tout cas avec le TrackMan, c'est souvent à 20 degrés et 0 d'altitude. C'est souvent les réglages, en tout cas c'est les miens. Parce que ça reste à peu près des standards idéaux, mais du coup on va le voir après par la suite quand ça change, ça peut changer les distances, donc pas vraiment se dire ok c'est vraiment à 20 degrés, allez entre 18 et 22, donc condition idéale que ma balle va voler avec les distances qu'on vous annonce généralement lorsque vous faites un fitting, lorsque vous avez des simulateurs, des différents trackers et dont avec le TrackMan que j'utilise. Alors après, si vous allez chez un mauvais fitter, il va régler à 1500 d'altitude et 35 degrés pour vous dire, regardez comme la balle avec le nouveau driver, elle va très loin. Il n'est pas si mauvais que ça, du coup. Il est pas si mauvais. C'est un bon vendeur de club, mais un mauvais fitter. On citera pas de nom parce que de toute façon, on n'en a pas. On n'en a pas, donc c'était juste pour la vanne. Mais contactez-nous en MP quand même au cas où. Si d'ici là, Bon, on va parler des premières conditions et notamment de la pluie. Les gars, on va parler déjà surtout de l'organisation parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points qui sont perdus, beaucoup de difficultés pour nos auditeurs, je suis sûr, qui perdent énormément de points lorsqu'on se retrouve dans cette situation. Vous, tout de suite, si je vous demande de me parler d'un point d'organisation à ce niveau-là, Seb, qu'est-ce que tu mettrais en avant en priorité? Si on parle de la pluie, ça peut paraître aberrant, mais je parle d'un parapluie. Parce que ça m'est arrivé. Et c'est donc la fin de l'épisode, merci beaucoup. Alors Callaway, parce qu'ils sont très très grands les parapluies, vous pouvez aller en famille en dessous, donc surtout. Alors en l'occurrence, et c'est même pas une blague, c'est que le parapluie de cette année du Ice Smoke, c'est le parapluie le plus léger que j'ai jamais vu. Mais vraiment, j'ai halluciné quand je l'ai reçu. J'ai jamais eu un parapluie aussi léger. T'as gagné au moins 10 mètres. J'ai gagné 10 mètres avec mon parapluie, ouais. Non, mais parce que c'est hyper agréable en fait d'avoir un grand parapluie, parce que c'est bien aussi de pouvoir protéger les clubs en même temps. Mais d'avoir un grand parapluie léger, parce que souvent les parapluies de golf sont très lourds. Donc franchement, et puis c'est même pas, là c'était même pas fait exprès, mais c'est juste que le parapluie Ice Smoke de Callaway est absolument fabuleux. Mais en tout cas, moi je dirais mes deux très très grands alliés pour la pluie, c'est parapluie et une housse pour le sac, pour protéger le sac. Ouais, c'est vrai que même s'il existe des sacs imperméables, il faut le dire qu'au final, ils ne sont pas à 100%. Il y a un moment où cette imperméabilité, notamment au niveau des zips. Au niveau des zips, ouais. Après, même s'ils ont fait des efforts sur justement comment protéger les zips, pour justement via des petites bandes de plastique par-dessus le zip pour que ça coule par-dessus le zip. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, un sac étanche va finir par prendre l'eau, tout comme une tenue de pluie peut finir par prendre l'eau aussi, parce qu'on n'a pas encore parlé aussi de la tenue de pluie pour se protéger soi-même. Mais les trois, je pense, grands alliés du golfeur sous la pluie, c'est tenue de pluie, housse de pluie et parapluie. Moi, c'est vrai que le plus important, moi, j'ai jamais aimé trop jouer avec des tenues de pluie. Je suis pas hyper à l'aise. Les vestes. Ouais, avec les vestes de pluie. Et au final, moi, le plus important, ça a toujours été de garder les clubs au sec. C'est vraiment le plus important pour moi, c'est de tout mettre en œuvre pour les garder au sec. Pour ça, c'est vrai que j'essaye d'être bien organisé, donc du coup d'avoir déjà des serviettes sèches dans le sac qui puissent quand même pouvoir utiliser tout au long de la journée. C'est bien aussi d'en mettre une dans le parapluie, à l'intérieur du parapluie, ça permet de la garder au sec un peu plus longtemps. Et après ça va être les mains, donc aussi d'avoir pas mal de gants
En fait, dès que vous avez des gants, voilà, alors nous on avait la chance, on a la chance de pouvoir changer assez facilement de gants. Ah, mais les gants de pluie même. Ouais, aux gants de pluie, mais je trouve que même le gant de pluie quand il pleut vraiment, au bout d'un moment, en fait, t'as l'autre main qui vient tremper qui vient tremper sur le grip et ça mouille tes grips plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que moi j'aimais bien le fait d'avoir, c'est pas une dizaine, tu sais, dans un sachet, une dizaine de gants. Et je tourne, pas tous en fait, neufs, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas tous neufs, donc à coût de 25 € le gant, il n'y a pas 250 € de gants. C'est des gants, en fait, voilà, quand on utilise un gant neuf, on utilise, pour garder les gants plus longtemps, en avoir 3-4 en fait, de roulement un petit peu tout le temps, font que du coup on peut les garder plus longtemps parce que vu qu'on les use moins, même si on tape autant de coups avec, ils ont du repos entre, donc on les abîme moins. Donc moi par exemple en tournoi, quand je prends un gant neuf, il va directement dans justement mon petit sac, mais mon petit sac c'est comme pour les minces quand on veut mettre un truc au congélo, là, les petits sacs un peu transparents là. Ouais, moi c'est là-dedans, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, pochette plastique. Une pochette plastique, je connaissais pas le terme technique. Je connaissais pas le terme aussi technique, avec un zip en plastique qui doit sûrement s'appeler zip en plastique. Mais du coup, pour les garder en fait dans un endroit qui est pas trop humide, pas trop sec. Et en fait, ça permet de les garder plus longtemps, vos gants. Alors, c'est pas un truc de radin, c'est un truc d'efficace. C'est pour pouvoir garder plus de gants plus longtemps, pardon. Alors, celle-là, on la coupera absolument pas, je suis désolé, parce que celle-là, elle est très très belle. J'en suis désolé. Pardon. Mais moi, je me préfère largement avoir un gant qui était même un peu usé et un peu troué, qui est sec, que en fait tu vois, donc je le gardais même quand ils étaient un tout petit peu abîmés. Je préférais l'avoir vraiment dans les temps de pluie. Après, la seconde chose, je pense, qui est hyper importante pour moi, c'était les appuis. Moi, je joue toujours, au final, avec des crampons. En botte, toujours en botte. et au resto, ça me va très bien. J'aime bien ces petites. Mais non, parce qu'au resto, ça te va comme un gant, non? Comme un gant. Humour. Je sais pas. Voilà, merci, au revoir. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai toujours joué avec j'utilise pas mal le sol, donc du coup, j'ai toujours joué avec des chaussures qui ont des vrais crampons. J'aime pas trop les semelles, à part pour bosser au golf, où là, j'ai pas de crampons, mais j'ai les mini crampons, ce qu'on voit sur les baskets de golf. Donc moi, c'est vrai que dans ces cas-là, je suis quand même mieux loti que quelqu'un qui serait en basket et qui pourrait glisser plus facilement. Ouais, on pourrait même dire tout simplement avoir des chaussures d'hiver et des chaussures d'été aussi. Ouais, mais là, on parle de la pluie, en fait. Ouais, je parle de la pluie, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il pleut beaucoup plus l'hiver. Mais alors, limite, parler de chaussures de pluie, de chaussures d'été. Ouais, il faut avoir que des chaussures de pluie. Pas à Paris, ouais, il n'y a pas besoin de chaussures d'été. Non, alors par contre, petite anecdote rigolote, c'est qu'en 2016, je crois, fin 2016, j'avais joué une Winter Golf Cup. Donc, qui se jouait à Val d'Isère, donc on jouait sur la neige. Et à l'époque, justement, ça va te contredire, Kevin, mais à l'époque, j'avais des chaussures, en tout cas de chez FootJoy, qui était un modèle qui s'appelle le Pro SL, qui a rien du tout en dessous. En fait, c'est juste des petits picots, mais c'est façon un peu basket, ces chaussures-là. Et il y avait des gens avec des crampons, il y avait des gens avec des chaussures type Timberland, des chaussures type après-ski. Et j'étais le seul qui glissait pas sur de la neige. Ah ouais? Ouais, avec des chaussures sans crampons. J'avais été surpris, mais j'étais le seul qui glissait pas avec les chaussures qui, justement, avaient juste des petits picots en plastique en dessous. Et c'était pas des pneus neige sur la chaussure. Hein. Et j'étais le seul qui glissait pas, ouais, donc de manière assez surprenante, alors que je m'attendais à vraiment glisser quand même. Ouais, tu vois, moi en tout cas, sur le Graal, sur la gadoue, moi si je le sens, mais tu sais que je le sens vraiment. C'est-à-dire que là, il y a 2 jours, je tapais des balles avec un élève au practice, les tapis étaient trempés, j'étais en basket. Je le sens avant même de jouer que j'ai pas d'appui au sol, quoi. Je sens que mes pieds ils sont en train de glisser, quoi. Mais même quand le sol est sec, tu te sens faible au sol, non? Pas avec mes crampons. Ah. Jamais avec mes crampons. Non, mais on voit aussi des joueurs qui pendant des décennies, les joueurs avaient des clous sous les chaussures. Ouais. Et c'est vrai on a joué clous aussi. Ouais, j'ai joué un petit peu clous, mais pas beaucoup. Et maintenant, on voit des espèces. Chez les pros, on voit encore aussi des gens qui ont des spikes plus une mini pointe. Je pense à Oyan Guillamundegui, français, qui joue avec ce type de chaussures, enfin de semelles. D'où l'importance des appuis. Et forcément, ça paraît on ne peut plus logique que si le sol devient meuble, mouillé et glissant, que plus on aura d'accroche au sol et mieux ce sera.
Ouais, parce on rappelle qu'on tape plus fort sur un sol dur que sur un sol mou. Ah, c'est des résistances au sol, ça Ouais, paraît. ouais. Exactement. Donc voilà. Et petite aussi chose qu'on pouvait malheureusement pas faire tout le temps en tournoi, mais que maintenant je fais quand ça m'arrive de jouer sous la pluie. Si vous pouvez avoir chariot électrique, must, ou en tout cas chariot à 3 roues, avec le petit porteur de parapluie. Ça, quand on était gamin, on se serait tous traités de vieux et compagnie, alors que je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, j'ai joué à Pléneuf, un tournoi du Challenge Tour, et j'avais demandé un chariot électrique. Et quand on me l'a passé le lundi, quand je suis arrivé, il y avait le petit kiki pour le parapluie. Et j'étais comme un gosse. Oh, trop bien, il y a un truc pour le parapluie. Et je me suis dit, là, j'ai vieilli. Si je commence à trouver que c'est sympa d'avoir le petit porte-parapluie sur le chariot, c'est que j'ai vraiment vieilli. Le problème, c'est qu'à Pléneuf, ça peut vite devenir du kite si tu mets le parapluie sur le truc. À Pléneuf, oui, ça arrive que même s'il pleut beaucoup, tu l'ouvres pas le parapluie. Mais ouais, ça peut faire vraiment sous la pluie. T'as les clubs au sec. Toi, t'es au sec, t'as moyen de préparer vraiment ton coup à chaque fois, t'essuyer les mains. Franchement, le parapluie avec le petit bitonio là, franchement, ça, je vous le conseille vraiment pour les temps de pluie. Il n'y a rien de mieux. Et s'il pleut beaucoup, franchement, arrêtez le massacre, rentrez chez vous. Hein. C'est peut-être le meilleur conseil. Franchement, fin de l'épisode. Franchement, un petit chocolat chaud, c'est bien aussi. Hein. Non, mais on n'en a pas parlé, et tout simplement, un cadet. Ah oui, demandez à votre femme, à votre homme, à votre frère, à votre oncle, à votre enfant, voilà, de venir tout simplement. Ça sert à ça, les enfants. Exactement. Non, mais tout simplement aussi. Hein, on parle de ça, mais ça serait génial de pouvoir avoir le luxe de se dire, attends, demain il pleut, tu veux pas venir passer 5 heures sous la pluie avec moi ? Avec grand plaisir, bien sûr. C'était une bonne transition après l'épisode précédent sur le cadayage avec Sébastien Clément. Voilà, donc si vous voulez, demandez à Sébastien Clément qu'il vienne vous cadayer sur la compétition. Si votre conjoint n'est pas prêt à passer 5 heures avec vous sous la pluie, je veux pas dire, mais c'est pas sympa en tout cas. Non, franchement. Non, donc on voit vraiment en tout cas sur toute la partie organisation, c'est extrêmement important de ce qu'on peut retenir, de rester le plus au sec possible, d'avoir le plus d'outils possible, je veux dire d'objets comme des serviettes, le plus de gants pour pouvoir rester optimal, parce que 5 heures sous la pluie, ça peut être contraignant, même si parfois vous avez des petites averses, faites tout pour rester au sec avec toutes ces astuces. Ça, c'est sur le côté organisation. Maintenant, après, il y a sur le côté balistique, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va se mettre à pleuvoir ? Kevin, concernant le vol de la balle. Donc, quelle est l'influence majoritaire de la pluie sur la balle ? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de l'eau qui va se mettre entre la face de club et la balle. Et du coup, ça va réduire considérablement le spin. Donc, un peu à la même manière que quand vous êtes dans du rough. Et cette problématique, le fait qu'il y ait... Ou dans l'eau. Et donc, du coup, quand il y a de l'eau, la balle va moins spinner. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire une balle du coup qui va avoir tendance à plonger. Du coup, alors soit s'il y a peu d'eau et que vous êtes très bien posé, ça peut faire même un flyer, donc une balle qui vole beaucoup plus longtemps. Et contrairement, s'il y a beaucoup d'eau, ça fait une balle vraiment qui plonge et du coup qui va être hyper basse et qui va rester très proche du sol. Une balle du coup qui a moins de spin, c'est une balle qui va être beaucoup moins contrôlable au niveau des profondeurs de façon générale et forcément aussi une balle sur tout ce qui est petit jeu et sur wedging, donc des profondeurs plus difficiles à avoir mais qui va aussi moins s'arrêter sur les greens. Mais ça peut être compensé aussi par le fait que le sol sera bien détrempé, donc du coup la balle elle peut s'arrêter vraiment dans son pitch si les greens sont devenus beaucoup plus soft. Donc il va y avoir un effet un peu d'aquaplaning, si je peux essayer de donner une image avec une voiture sur le sol trempé, c'est ça ? En fait, tout dépend de la quantité. Au chipping, beaucoup sur les greens, sur le premier ou le deuxième rebond, ça va faire un peu zip, tu vois, elle va un peu glisser 2 fois. Et après, c'est vrai que si le green il commence à être un peu gorgé d'eau, elle va très très vite freiner en fait. Donc ça va avoir des réactions différentes qui en fait déjà, nous là on les explique, mais le plus simple c'est quand même le plus simple c'est pas de les tester parce que c'est pas très drôle de faire du chipping sous la pluie, mais en tout cas d'être observateur en tout cas sur ce que fait la balle. Si vous allez jouer et que vous êtes entre guillemets obligé de jouer ou que vous avez absolument envie de jouer ce jour-là et qu'il pleut, en fait c'est assez souvent les mêmes réactions. Qu'il pleuve à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou aux États-Unis, la balle, elle va quand même souvent réagir de la même façon sur un green avec la pluie. Après, on voit quand même que chez les joueurs pros, les scores, dès qu'il pleut un petit peu,
et que c'est des greens qui sont souvent assez secs et où c'est difficile en fait d'aller chercher les drapeaux parce que les positions de drapeaux sont assez proches des bords, on se rend compte que les scores sont presque meilleurs sous des petites pluies, enfin sous de la pluie, que quand il fait temps parfait. Ouais, je dirais pluie très fine et pas de vent. Ouais. Parce que comme tu le disais très bien, c'est que si jamais il se met à y avoir plus de pluie, la balle en l'air, elle va être beaucoup plus impactée par la pluie. Donc ça va être pas forcément beaucoup plus facile de trouver les profondeurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est les journées là où il a plu, si le lendemain le vent se lève pas, c'est là où le parcours sera le plus facile. Ouais. Parce justement, qu'effectivement, pour le parcours côté se soft sera des greens, attendri. Ouais. Le parcours dans sa globalité se sera attendri. Ouais. Ouais, je pense du coup que ce qu'il faut faire quand on a la possibilité, parce qu'il y a vraiment une différence entre pluie intense et pluie fine, je pense que par exemple au départ, lorsque vous mettez la balle sur le tee, il ne faut pas hésiter lorsque vous prenez votre drive à, dans la mesure du possible, pouvoir essuyer votre face de club, qu'elle soit la plus sèche possible et que votre balle également soit la plus sèche possible. Donc plus vous enlevez en gros ces éléments qui peuvent être perturbateurs sur le côté balistique de la balle, plus vous allez optimiser votre chance d'avoir une trajectoire qui est celle que vous attendez. Tu as fait beaucoup de mots contre triple dans ta phrase. Ouais, parce que s'il y a une goutte d'eau qui se coince parfaitement entre la face de club et donc particulièrement avec le driver, parce qu'en fait les stries sur un club, elles sont faites pour ça, elles sont pas faites pour mettre du spin, elles sont faites pour évacuer les détritus, donc des brins d'herbe ou de l'eau typiquement. Donc s'il y a de l'eau qui est sur un fer, ça va à peu près aller, à part si la balle est trempée ou si la face de club est trempée. Mais par contre, sur un driver, maintenant les drivers en général ont plus de stries, donc du coup c'est plus difficile pour eux d'évacuer l'eau, donc il va vraiment y avoir une pression en fait qui va être faite. La balle et la face de club vont venir écraser la goutte d'eau, sauf qu'en fonction de comment la goutte d'eau elle réagit sur la balle elle peut vraiment partir dans une direction complètement différente parce qu'elle se fait pousser par l'eau en fait pendant le moment de l'impact. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais en tout cas moi c'est ce que j'analyse comme de pourquoi est-ce qu'on a cette sensation parfois que la balle glisse sur la face de driver, et que c'est vrai que moi dès qu'il se met à pleuvoir, pourtant c'est pas ma grande spécialité, mais je me dis tout le temps d'essayer de taper la balle la plus rectiligne possible, justement pour qu'il n'y ait pas de différentiel et que cette balle ne puisse pas glisser sur la face de driver. Ouais, non, mais il faut faire vraiment très attention. Et effectivement, les deux conseils, pas deux conseils, mais ce que vous avez dit tous les deux plutôt, d'essayer de garder la face du driver la plus sèche, voire même l'essuyer juste avant de jouer et de garder la balle dans la poche le plus longtemps possible au départ, parce que sur le parcours, vous n'avez pas le droit. Ça permet de vraiment déjà enlever ce côté d'aquaplaning, on va dire, de la balle sur la face de club, et qui permet aussi de mettre un spin qui est plus normal et qui va éviter des grosses surprises. Alors après ça, on a des personnes, je me permets Antoine juste de rebondir sur ce que disait Kevin, on n'a pas donné de nom tout à l'heure, on n'en donnera toujours pas, mais on a des personnes qui gardent une deuxième balle identique dans leur poche. Au cas où, on en parlera dans un prochain épisode sur la triche. Comment devenir le meilleur tricheur du monde. J'ai des numéros de téléphone si tu en veux, je peux les donner. On aura des invités. On aura des invités, mais anonymes, qui auront la voix brouillée. Alors, avec la tête aussi sur les visages, ouais. Comme dans les reportages de 7 à 8, ouais. Alors j'ai le numéro de Patrick Reed si ça peut intéresser, mais je sais pas si on pourra se faire un épisode complètement en anglais. Thomas triche depuis ses 16 ans. Aujourd'hui il se confie pour nous dans les tontons golfeurs. Donc voilà, dans ces conditions-là, de toute façon, il se peut que lorsque vous êtes en compétition, possibilité également de placer la balle sur le fairway. Donc là, systématiquement, je sais que parfois vous pouvez avoir un peu la flemme parce que voilà, il pleut et tout. Prenez cette option de pouvoir marquer la balle, de bien la nettoyer, de la rendre le plus sec possible et de taper votre coup, j'ai pas envie de dire le plus rapidement possible tant qu'elle est au sec, mais voilà, prenez pas non plus une éternité pour taper votre balle pour optimiser ça. C'est pour ça que les joueurs pros se font souvent par leur caddie, se font protéger leur balle par le parapluie du caddie, qui garde le parapluie pas sur le joueur, qui garde le parapluie sur la balle le plus longtemps possible, justement pour que la balle ne soit pas trempée. Enfin, en tout cas, qu'ils arrivent à la protéger le plus longtemps possible, parce que vous ne pouvez pas être protégé par un parapluie tenu pendant un coup. Mais ouais, souvent il reste jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il vienne à l'adresse. Et c'est pas pour le joueur, quoi. C'est vraiment pour la balle et puis pour la face de club et pour les mains, etc. Mais c'est surtout pour la balle.
Il y a d'autres choses qu'on peut évoquer, des changements de parcours par rapport au fait qu'il commence à pleuvoir beaucoup. Il peut y avoir aussi la vitesse des greens. Donc tout ça, c'est plutôt ta partie, Antoine. Qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'on doit faire quand il commence à avoir vraiment plu beaucoup sur un green? De toute façon, on se rend compte assez rapidement que lorsqu'il pleut, les greens deviennent plus lents. Donc déjà, il faut aussi prendre en compte et s'adapter à ces conditions-là. Moi, j'aime beaucoup parfois tout simplement marcher, et lorsque vous marchez sur le green, on peut assez facilement se rendre compte parfois s'il y a des zones qui sont plus détrempées que d'autres. Alors, s'il y en a qui sont vraiment détrempées, on va considérer ça comme une eau fortuite. Dans ce cas-là, il faut pouvoir se déplacer lorsque la balle n'est pas dans cette zone-là. Mais lorsqu'on n'est pas dans cette situation-là, à ce point-là, toujours le fait un peu de marcher, parfois, ça vous permet parfois de pouvoir sentir les zones qui sont un peu plus humides par rapport à ça. Donc, tout simplement, je pense que la perdition de vitesse, elle est assez présente sur ça, mais je vois pas d'autres éléments. Est-ce que tu prendrais tu prendrais du coup moins de vitesse et tu prendrais moins de pente et tu mettrais plus de vitesse? Ouais, je pense qu'il faut être un tout petit peu vigilant sur ça. La notion de prendre un petit peu moins de pente, elle est clairement présente. Après, toujours être vigilant par rapport à la vitesse que vous souhaitez donner, en fonction si vous avez un peu en montée ou en descente. Mais je pense qu'il y a un effet, oui, plus les greens de toute façon sont lents, plus vous allez mettre de vitesse et moins vous allez prendre de pente. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est... Ça fait une si longue phrase pour redire ce que je viens de dire. Oui, parce que je voulais vraiment reprendre les explications. On t'appelle ça la politique, Kevin. Exactement, voilà. Donc mon explication est peut-être longue, mais aussi ça. Mais après, je peux continuer en faisant une phrase de 3 minutes pour redire la même chose à la fin. Il n'y a pas de souci. Et ok, très bien. Donc sur les greens, être vigilant si vous commencez à voir qu'il y a effectivement, même c'est visible parfois, commencer à avoir de l'eau dessus. S'il y en a trop, il va falloir se décaler. Sinon, effectivement, mettre un petit peu plus de vitesse. Voilà, mais changez pas votre mécanique à vouloir lui donner plus de top spin, la prendre plus haute, de la prendre en plus en montant. Non. Et c'est juste de vous adapter par rapport à la vitesse. Cela est largement suffisant. Dans les bunkers, Seb, donc le sable, qu'est-ce qui va se passer dans les bunkers quand il a beaucoup plu? Je sais pas. Je ne vais pas dans les bunkers. Alors si en l'occurrence il a beaucoup plu, le bunker va être raviné. Donc ça veut dire qu'il va y avoir en fait des ravines qui vont se créer sur les contours du bunker, qui fait qu'en fait c'est parce que le sable se fait emmener par l'eau au milieu du bunker. Donc déjà il va y avoir plus de sable en bas. Ça c'est la première des choses, sauf que ce sable il va être tassé parce qu'il va être appuyé par l'eau. Donc du coup c'est là où il y aura tout le sable du bunker et en plus il sera tassé. Donc ça va être un petit peu la loterie déjà, de parfois un bunker mouillé, c'est un bunker qui est très ferme parce qu'il y a tout le sable et qu'il est très tassé. Et à l'inverse, de temps en temps, en fonction de la qualité du sable et de sa qualité de filtration, ça peut être justement un enfer et être ce qu'on disait un peu le sable de rivière très épais, là où tu vas bêcher comme un âne. Et vu qu'il y a tout le sable qui est en bas, il y en aura beaucoup. Et donc du coup, ça sera compliqué aussi de la sortir. Donc ça va être très dépendant en fait, de la qualité du sable du bunker et de sa capacité de filtration, tout comme le sous-sol du bunker. Donc déjà, vu que ça rajoute encore un élément supplémentaire à la difficulté du coup qui peut être une sortie de bunker, parce que moi j'ai pas encore écouté votre épisode, donc je sais pas. Merci, c'est ce que j'allais y venir. Mais parce que c'est plus tard dans ma préparation hivernale que je vais passer au thème des bunkers, donc je me le garde en réserve. Non, bien évidemment, je vous ai écouté, c'était bien évidemment une vanne. Mais en tout cas, voilà, ça va être. C'est un obstacle qui va être encore un petit peu plus aléatoire une fois qu'il aura plu. Donc là où il faudra encore être plus précis dans l'analyse du lie, dans ce que j'ai sous les pieds, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, comment ça va réagir, ça va un peu être la loterie quand même. Et gardez du coup, écoutez l'épisode sur les bunkers, si vous gardez les fondamentaux qu'on a évoqués avec Antoine et notamment le point d'entrée qui est assez proche de la balle, vous allez voir que même que le sable soit trempé, tassé, vous allez réussir à sortir du bunker. C'est sûr que si vous tapez, comme on peut le voir de temps en temps, 10, 15 cm, 20 cm avant la balle et que le sable est tassé, ça va être compliqué. Parfait les gars, on passe à la suite. Vigilance aussi dans le rough, on n'en a pas parlé. Oui. Quand il a plu, vu qu'on parlait des bunkers. Vigilance dans le rough, là où normalement le rough va avoir une tendance à s'épaissir, enfin au moins en sensation parce qu'il est gorgé d'eau. Aussi bien sur les brins d'herbe que dans le sol. Donc ça va être aussi un petit peu plus compliqué de sortir des roughs. Donc ça, c'est rester sur le fairway, conseil numéro 1.
Et sinon, en fait, simplement d'avoir un contact un peu plus ferme, peut-être un petit peu plus descendant pour pouvoir vraiment frapper cette balle et qu'elle sorte du rough, en fait. Et n'hésitez pas à prendre des clubs plus ouverts ou des clubs qui glissent un peu comme des hybrides. Mais quand il se met à pleuvoir, commencez pas à sortir les fer 6, les fer 5, les fer 4 du bunker parce qu'en fait, la balle, elle va pas sortir du rough. Ouais, du rough, ouais. Du rough. Ouais, mais ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner dans le rough. Déjà, de base, c'est essayer quand même de prendre des clubs ouverts où, effectivement, si vous êtes plus ou moins bien placé, vous avez l'herbe dans le bon sens, vous pouvez peut-être prendre un hybride, mais encore plus quand c'est mouillé. Vu comme on a dit tout à l'heure, avec l'eau, déjà, il y a moins de spin, plus le rough, il va y avoir vraiment pas de spin. Donc, si vous prenez un club qui va pas l'extraire facilement, qui va pas lever la balle, donc un club ouvert, la balle, elle va replonger 2 mètres plus loin. Donc, vraiment, vous écoutez les tontons. Quand vous êtes dans le rough et que c'est mouillé, vous prenez un club ouvert, vous vous replacez pour essayer de reprendre déjà du fairway. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une notion de lecture de l'ail à ce niveau-là, parce qu'en fonction de si l'herbe, comme tu disais, est contre, avec, la balle enfoncée ou pas, il y a effectivement le club à choisir. Donc là, pareil, la gestion du lie, elle va être extrêmement importante. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était autour de la pluie, on va parler d'un autre élément. Je pense qu'il peut être beaucoup plus perturbateur pour les pros. Le feu. Et ensuite, on verra l'air. Alors, bien évidemment, le vent. Voilà. D'ailleurs, déjà, les gars, on va le dire chacun, vous préférez pluie ou vent ? Pluie. Direct. Moi, je crois, plus je vieillis, plus je préfère le vent. Moi, c'est vent direct. Je préfère avoir tempête de vent que avoir la pluie. Et ça me saoule la pluie, là, d'être trempé, Moi, de machin, forte, etc. La pluie fine, bien sûr que je choisis la pluie fine. Mais à pluie fine, vent fort, je prends pluie fine. Mais à pluie forte, vent fort, je prends vent fort. Tout simplement, c'est que vous n'êtes pas organisé dans la pluie, tout simplement. Vous réécouterez cet épisode des Tontons Golfeurs et je suis sûr que vous serez meilleur après. Je vais peut-être changer d'avis à la fin de cette Moi, je trouve que le vent permet d'être beaucoup plus créatif. Donc, c'est ça que j'aime, en fait, dans le vent. C'est que tu as toujours on va en parler, mais tu as un côté, peut-être, où tu peux décider de t'appuyer avec le vent ou de jouer contre le vent. Là où j'aime pas du tout, c'est au petit jeu. Je trouve ça très très dur, le petit jeu dans le vent. Ouais, moi j'aime bien le côté que ça rende le parcours plus difficile aussi et que du coup ça en fonction du jeu que tu as, c'est plus ou moins un avantage ou pas. Mais moi je sais que je préfère avoir un parcours qui est très difficile qu'un parcours qui est facile par rapport aux autres joueurs. Après voilà, comme on disait, ça dépend aussi de la quantité de pluie. Qu'est-ce qu'on considère de ce qui pleut. Mais moi j'essaie de voir une pluie qui va être régulière, fine, va moins me déranger en termes d'organisation plutôt que des rafales de vent ou s'il se met à souffler, à beaucoup pleuvoir. Dans ces cas-là, moi aussi, je préfère la petite pluie fine régulière. T'es quelqu'un de modéré, toi, Antoine. Oui, exactement. Voilà. Sinon, s'il pleut trop, comme disait Sébastien, je prends mon sac et je rentre. Mais ça t'est arrivé d'ailleurs. Non, c'était une autre époque. Même Kevin. Quand il faisait beau aussi. Les gars, je suis pas venu ici pour souffrir, d'accord, pour prendre des vannes dans la gueule. Après, si on peut aller se faire une petite coinche au clubhouse s'il pleut, moi ça me dérange pas. Donc le vent, déjà au niveau équipement, qu'est-ce qu'on fait de différent, Antoine ? Alors, quelles que soient les conditions, alors bien évidemment, quand il fait 35 degrés, 40 degrés, je veux bien, mais en général, on n'a pas trop ce ressenti. Mais ça m'arrivait, même moi, quand il faisait 20 degrés, de porter un bonnet, tout simplement. Parce que je trouve que le vent a un effet quand même dans les oreilles qui est extrêmement perturbant, qui déséquilibre, mal de crâne. Donc, je portais souvent des bonnets. Ça avait l'air un peu bizarre, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais en tout cas, ça aidait beaucoup déjà à rester un peu concentré dans ce mode-là. Et comme je regarde Sébastien, il lève le doigt, je sens qu'il a le petit sourire aux lèvres, donc il va dire une connerie. Pour rappel, on vous l'a déjà dit dans les tontons, Antoine est hypocondriaque. Donc Antoine porte son petit bonnet, c'est pour son oreille interne, pour pas prendre froid, pour rester lucide. Et pour pas perdre l'équipe sur le parcours. Voilà. Mais c'est, au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que c'est hyper important pour la fatigue, l'équilibre quand tu joues dans le vent, au niveau justement de l'oreille interne, et l'équilibre et la fatigue, le fait de prendre le vent toute la journée. Donc il y en a qui peuvent jouer aussi avec des boules caisses. Ouais, ça c'est ceux qui aiment pas les gens avec qui ils jouent, ils préfèrent prendre les boules caisses que le bonnet. Ouais. Non mais il y en a qui jouent les boules caisses qui sont très sensibles à ça, ils mettent des boules caisses. Il y en a qui mettent des bonnets effectivement même sur des températures qui nécessitent pas forcément un bonnet. Et c'est très important, notamment quand tu fais une semaine entière dans le vent. Je pense que t'es lessivé à la fin si tu ne protèges pas les oreilles, t'es lessivé. Ouais. Donc ça, être hyper vigilant parce que ça, on
je pense qu'on l'entend pas souvent et on sait pas forcément pourquoi les joueurs. On se dit juste, il fait froid, il a mis un bonnet et les boules caisses, tu les vois pas. Mais je sais que par exemple, il y avait Thomas Levet qui avait été très sensible à ça et qui avait eu des problèmes aussi d'oreille interne, qui lui faisait ces deux choses-là assez régulièrement. Ensuite, dans le vent, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit essayer pour l'équipement? Alors, peut-être éviter d'ouvrir son parapluie dans le dos, avec le vent dans le dos. Même s'il est très léger. Et très léger, il va voler très très bien. C'est pour faire un remake de Mary Poppins, mais rien d'autre, ouais. Déjà, peut-être au putting. Alors, au putting, qu'est-ce qui peut se passer quand il y a beaucoup de vent? Alors, déjà sur nous, sur la balle, Antoine? Déjà, tout simplement, il y a une astuce que j'aime bien donner au putting lorsqu'il y a beaucoup de vent. Déjà, côté posture, c'est d'élargir un peu le stance. Moi, j'aime bien élargir un peu le stance, mettre peut-être un tout petit peu plus d'angle au niveau du bas du corps pour être sûr que l'influence du vent sur le corps ne soit le moins perturbant possible. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est important. Attention de ne pas tomber dans l'extrême, de se retrouver avec des jambes qui sont extrêmement pliées. Mais en tout cas, déjà, élargir le stance, contrairement au grand jeu. On verra ensuite en fonction de ce que vous dites à ce niveau-là. Ou par contre, pour moi, c'est limite une obligation, vraiment quand les conditions sont assez venteuses. Ça, c'est la première chose. Sur le côté ensuite balistique, bien évidemment, l'influence du vent va être importante à partir d'une certaine vitesse. Je peux dire aux alentours de 20 km/h en rafale, on peut commencer à avoir une influence. Après, tout va dépendre de la vitesse des greens, bien évidemment, parce qu'un green qui est lent, la balle va avoir moins d'influence qu'avec un green qui est rapide. Donc, dans ces conditions-là, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus horrible que d'avoir le vent qui joue un rôle au putting. Parce que lorsque vous avez une pente qui est un peu droite-gauche avec du vent qui est gauche-droite, il suffit que la rafale arrive, il n'y ait pas de rafale, c'est horrible. C'est ça, terrible. Je peux comprendre. C'est terrible. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi d'avoir le putt dont tu viens de parler. Exactement, c'est là où on voit à la vidéo, vous voyez sur les British, le nombre de petits putts qui sont loupés à cause du vent. C'est tout simplement horrible. Ça vous donne envie de remettre tout en question, toute votre technique, votre lecture. Vous êtes complètement perdu. Et puis c'est vraiment un sujet, le vent. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les parcours lors des British ou des parcours dans les îles britanniques, ils jouent vachement sur la vitesse des greens. Ils savent les jours où il va y avoir beaucoup de vent, ils essayent de mettre les greens beaucoup moins rapides. Parce qu'ils savent que sinon qu'ils vont devoir arrêter le jeu. C'est une des raisons des arrêts de jeu le plus courant entre guillemets sur les îles britanniques. C'est souvent pas à cause de la pluie parce que les parcours ils boivent plutôt bien. C'est à cause du vent qui commence à être trop fort et du coup qui fait bouger la balle sur les greens, notamment sur les gros tournois où les greens sont quand même plutôt rapide et du coup dès qu'il y a un peu de vent la balle elle peut bouger et quand la balle commence à bouger sur les greens là c'est une situation où ils peuvent arrêter le jeu. Bien sûr, après j'ai parlé de la posture pour ma part, je sais qu'il y a quelque chose qui me réussissait énormément, c'est d'accélérer un petit peu le rythme de mon mouvement, d'avoir un backstroke, une montée qui est un peu plus rapide avec une descente qui est un peu plus rapide. Avoir en fait un mouvement qui est un peu plus condensé, parce que c'est pareil, l'influence du vent sur le putter dans des conditions extrêmes, si on a un mouvement qui est un peu lent, malheureusement on va avoir un putter qui va se balader dans tous les sens. Donc avoir un mouvement qui est juste un peu plus rapide sur le global, qui n'est pas du tout ce que vous avez l'habitude de faire, c'est assez intéressant. Ça, c'est une astuce que je faisais qui marchait plutôt bien. Il faut être vigilant de ne pas tomber trop dans un extrême de quelque chose qui est ultra rapide. Mais en tout cas, ça, c'est une priorité pour moi aussi. Ok. Ensuite, on a donc ça c'était vraiment pour la partie putting. On va parler maintenant un petit peu plus du grand jeu. Seb, toi, t'es plutôt jouer avec le vent ou jouer contre le vent? Ça dépend tellement. Ouais. Ça dépend tellement du sens dans lequel il est. Ça dépend tellement de si c'est un coup. Tu vois, si c'est un coup de départ et que le vent il est avec de la droite, mais que c'est serré, je vais avoir tendance à vouloir le contrer pour maintenir la balle là où elle sort. À l'inverse, si c'est un départ un peu généreux avec un vent, avec moi tous les vents de la droite, avec un départ un peu généreux, je vais plutôt essayer de la frapper avec. Voilà, ça dépend aussi beaucoup un peu de notre effet naturel. Je pense que quelqu'un qui tape beaucoup de gauche à droite peut aimer les vents de la droite parce que ça va diminuer son effet naturel de gauche à droite. Ou certains préfèrent justement avoir le vent du même côté que leur effet parce que au moins ils savent très bien que leur balle elle va faire l'effet. Donc c'est assez personnel. Moi je trouve que ça dépend un peu. Après, je vais avoir du mal à répondre de manière généraliste parce que encore une fois le golf est quelque chose de très créatif et que le vent c'est ce que ça apporte le plus, c'est beaucoup de créativité. J'ai eu la chance de travailler avec
avec un caddie qui était moitié écossais, moitié irlandais, qui s'appelait John Mulroney, qui avait été le caddie de Darren Clarke en 2011, quand Darren Clarke gagne le British, au Royal Saint-Georges. Et il me parlait de la partie du samedi, là où je crois que Darren Clarke fait -4 ou -5 sur une journée, là où il n'y a eu que 3 scores sous le par, et que c'est en fait vraiment ce jour-là qu'il a gagné le British, même si c'est le lendemain qu'il l'a gagné. Et il disait c'était assez incroyable parce que j'ai pas dit grand-chose à Darren ce jour-là, parce qu'il avait à la perfection le vent dans les mains, et que n'importe quel coup qu'il a tapé de la journée, il l'a tapé contre le vent. Aussi bien les fades, les draws, les balles hautes, les balles basses, il a tout tapé contre le vent. Et il m'avait dit, il avait parfaitement le vent dans les mains, là où en fait, si c'était un vent qui allait faire un draw de ta balle automatique de 7 mètres, lui, il tapait un fade de 7 mètres contre. Et en fait, il tapait que des flèches. Il a tapé que des flèches toute la journée en contrant le vent. Mais il faut se rappeler que quand on contre un vent, la balle, vu qu'elle est en résistance tout le long, elle va perdre de la distance. Donc il faut adapter l'effet, mais la distance que ça va lui faire perdre. Donc une balle en fade contre un vent de la droite peut partir toute droite, mais elle agit comme un vent 3/4 contre. Donc ça, pareil, c'est tous ces calculs qu'il faut aussi réussir à faire et s'entraîner en fait à jouer dans le vent pour pouvoir connaître en fait, nos meilleures aptitudes pour contrer ce vent ou pour jouer avec. De façon générale, c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau qui ont tendance à essayer de jouer quand même contre les vents sur les attaques de green. Mais encore une fois, comme dit Seb, on peut pas généraliser. Ça dépend tellement. Les Britanniques apprennent quand même pas mal à jouer comme ça. Donc là, toi, Darren Clarke. Je pense que c'est pour élever un niveau pour éveiller les joueurs et développer un skill qui est, je pense, c'est plus difficile de jouer contre un vent qu'avec. Donc, si tu arrives à maîtriser le contre, peut-être que ça sera plus facile de gérer les vents quand tu veux te permettre de jouer avec. Je pense que c'est pour ça qu'ils les éduquent à jouer contre le vent, mais ça va tellement dépendre. Si tu mets un drapeau à droite avec un vent de la gauche et que le danger il est à gauche, ça vaut peut-être plus le coup, tu vois, de l'acheter sur le danger et laisser faire le vent. Mais encore une fois, si le danger, il y en a aussi un à droite. Enfin, ça va beaucoup dépendre de la situation. Ça va beaucoup dépendre des forces des aussi, préférences des joueurs et des forces. Ouais, parce que c'est vrai que tu vois, là, nous à Paris. Il n'y a pas non plus, quand il y a tempête de vent, ça joue pas non plus beaucoup. Donc, c'est-à-dire, on joue pas toute l'année. C'est vrai que quand les îles britanniques, c'est des parcours qui sont souvent très venteux. Et du coup, ils sont obligés d'apprendre à jouer quand même dans ces conditions. Et du coup, ils ont développé ça plus facilement que nous ici. Ils ont des parcours aussi qui sont plus larges, entre guillemets, avec moins d'arbres. Donc, du coup, ils peuvent faire tourner la balle différemment. C'est vrai que nous, à Paris, on a des parcours qui sont assez étroits. Donc, tu peux pas non plus faire des énormes effets d'un côté ou de l'autre. Donc, voilà, moi je pense que vous pourrez écouter l'épisode sur les effets aussi. Je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'il faut voir. Moi, je dirais que les petits vents, faut peut-être pas chercher, surtout au niveau de la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, forcément à les contrer. Il faut rester quand même avec la trajectoire un peu naturelle que vous avez. Dès que ça commence à être des vents qui sont vraiment très forts, ça peut avoir un intérêt quand même de venir un petit peu les contrer, surtout sur des attaques de green, parce que il y a un moment vous pouvez pas non plus vous aligner si vous faites des draws 40 mètres à droite du drapeau, du green, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut à faire cette découverte et aller tester et regarder comment vous êtes le plus performant pour les attaques de green et pour les départs. Ouais, et donc quand vous parliez effectivement de contrer le vent, j'imagine qu'au niveau des trajectoires, on essaie peut-être d'être un petit peu plus bas. Donc dans ces cas-là, est-ce que vous avez une façon pour faire partir une balle un petit peu plus basse parce qu'il existe plein de façons de le faire. Toi, Seb, en tant que joueur, est-ce que tu as une façon que tu préfères utiliser lorsque tu te retrouves à devoir jouer un peu avec le vent contre ? Encore une fois, ça va pas mal dépendre du type de coup qu'il y a à taper. Selon moi, il y a 3 manières de faire une balle basse. Avec les fers, je trouve que ce qui va être le plus facile de faire par la posture, ça va simplement être de mettre la balle un petit peu plus à droite dans le stance et d'avoir une volonté de garder le club bas après l'impact. Ça, c'est un peu la première chose vis-à-vis des fers. Après, moi, avec le drive, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est peut-être, oui, effectivement, mais j'ai toujours eu du mal à mettre ma balle un peu plus au milieu avec un driver. Parce que j'ai la balle qui est quand même pas mal à gauche.
Mais par contre, je vais avoir tendance à mettre les mains un petit peu plus basses sur le grip, simplement pour enlever, en fait, enlever du poids en tête, ce qui va empêcher, en fait, d'avoir une balistique optimale et une balle qui va partir un petit peu plus basse. Ça, j'aime bien faire ça aussi. Attention au mythe qui n'est pas tant un mythe que ça, hein, mais du mythe que si on met la balle plus basse sur le tee, automatiquement elle sera plus basse. Pas forcément, parce que si la balle elle est mal prise en étant basse sur le tee et qu'elle est prise dans le bas du club, elle va avoir beaucoup de spin. Et donc sur un vent contre, avec beaucoup de spin, elle va monter et elle sera encore plus courte que si vous l'aviez simplement prise normalement. Donc ça, c'était ma deuxième manière de faire la balle basse. Et la troisième manière, qui est difficile, mais que je fais parfois sur les fers, ça va simplement être de ralentir mon tempo. Forcément, s'il y a moins de vitesse, il y a moins de hauteur. Et moins de spin. Et moins de spin. Donc du coup, ça peut me permettre aussi d'abaisser la trajectoire sans avoir à prendre un club de plus si le vent est contre. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très marquant chez les joueuses et les joueurs pros, c'est parler du rythme. On sent que lorsqu'ils ont du vent contre, pour avoir le maximum de contrôle sur les profondeurs, oui, pour le niveau de la trajectoire, c'est sûr, mais au niveau du maximum de contrôle des profondeurs, on les voit avoir un rythme qui est tellement beaucoup plus cool. D'ailleurs, on voit lorsqu'on a des parcours des links avec le Scottish, l'Open britannique, l'Irish de temps en temps sur ces parcours qui s'y prêtent, on les voit énormément faire rouler des balles avant les greens et voilà, tout simplement, au bout d'un moment, pas chercher à faire des trajectoires qui sont trop hautes. Le rythme, c'est quelque chose qui est assez flagrant, je trouve, lorsqu'ils sont dans ces situations-là. De toute façon, sur le vent, le sujet principal, c'est le spin. Plus la balle a du spin, plus elle va être prise par le vent. Donc la principale action que vous devez avoir, c'est d'enlever du spin. Comment on fait pour enlever du spin? Ce que disait Seb et aussi Antoine là, c'est que en baissant le rythme, vous allez mettre moins de vitesse. Si vous mettez moins de vitesse avec un club en plus que vous avez peut-être surclubé, qui est plus fermé, il y a moins de loft. Donc si vous combinez moins de vitesse avec un loft qui est plus petit, et forcément vous mettez moins de spin, donc vous avez une balle qui va être moins haute et qui va être moins sujet au vent. Alors, moi, j'ai des copains qui nous écoutent. N'écoutez pas ça de Kevin, parce que vous avez déjà pas assez de vitesse, les gars. Donc, si vous ralentissez, la balle, elle partira pas. Donc, n'écoutez pas ça. Ils seront pas sujets au spin. Ils seront pas sujets au spin, mais la balle, elle sera juste à côté du tee. Donc, Mais déjà, une petite astuce. Faut savoir que quand il y a une force de vent, donc par exemple, je sais pas, vous avez 20 km/h. Quand vous allez jouer vent contre, il y a 2 fois plus de perte de distance vent contre que ce que ça va vous apporter le même vent avec. Donc ça veut dire que si jamais, je donne un exemple, vous avez 120 mètres à taper et que vous prenez un club pour faire 140 mètres, et vous faites les 120, quand vous vous retrouvez à 120 mètres de l'autre côté, ça va pas être 20 mètres de plus qu'il faut jouer, c'est que 10 mètres d'aide du vent. Prouve-le. Je sais pas si j'étais... j'aimerais pouvoir vous le montrer via le podcast. Mais en tout cas, oui, le vent, il aide beaucoup moins que ce qui va vous faire perdre de distance. Donc voilà, de façon générale, essayez vraiment d'avoir des rythmes. En fait, c'est l'URSSAF encore. Le vent, c'est l'URSSAF, quoi. On sent que tu as été traumatisé par l'URSSAF, Seb. Je sais pas si on fera un épisode sur l'URSSAF. Bon, si ça les dérange pas, on essaiera de leur demander un petit billet vu ce qu'ils nous prennent. On essaiera d'être épisode by Macron. Ouais. Mais donc du coup, sur le vent, vraiment essayer de taper plus cool. On voit trop souvent les amateurs essayer de taper plus fort en fait dans le vent. Alors qu'on voit les joueurs professionnels essayer de taper, comme tu disais, plus en rythme. Donc vraiment, essayer de rester sur le rythme que vous avez, surclubber d'un ou deux clubs et essayer la balle, elle sera moins sujet à être prise par le vent. Et après, tout dépend, effectivement, ce que disait Seb, ça va dépendre aussi si vous avez besoin de faire décoller une balle vraiment basse parce qu'il y a un obstacle. Par exemple, s'il y a une branche, oui, là, ça va être beaucoup plus un coup avec une balle un peu dans l'arrière du stance, les mains un petit peu en avant, les mains plus basses. Et là, vous pouvez l'accélérer. Le but, c'est juste qu'elle parte basse. Et une balle que vous voulez, en fait, qui soit basse parce qu'il y a du vent. S'il y a du vent, c'est pas de cette façon-là qu'il faut jouer, c'est plus sur le rythme. Ok, très bien. Je voulais également parler d'un petit truc on va pas développer énormément dessus, mais lorsqu'il y a du vent, on se rend pas vraiment compte, mais on se déshydrate énormément.
On a souvent tendance à pas vouloir boire dans ces conditions-là. Or, pour rester à peu près lucide, il faut bien évidemment, quand il fait très chaud, beaucoup boire. Mais même lorsqu'il fait un peu froid, oui, bah ça après, je repensais à mes potes qui avancent pas, qui là se disent ah enfin on nous dit qu'on peut boire quoi. Enfin un bon conseil des autres. Buvez de l'eau, juste de l'eau. Non mais vraiment, ça c'est important. On évite à sécher, on essaie de prendre des conditions classiques en termes de température, mais pensez à bien boire, à bien vous hydrater parce que c'est aussi la performance qui passe par là. Non, donc, et puis on n'y pense pas honnêtement dans les conditions un peu extrêmes qu'on a pu citer. C'est vrai qu'on est avec notre parapluie sous le menton, le truc, le machin, etc. Et généralement on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'il faut continuer à s'hydrater, il faut continuer à manger. D'ailleurs il y a peut-être des personnes qui disent ah oui il faut s'hydrater sur un parcours, mais oui c'est important en tout cas pour vous donner une chance en compétition et sur un parcours de 5 heures d'être optimal pendant ces 5 heures. Il faut forcément que vous pensiez à boire et à manger de façon très régulière pendant tout le parcours et pas forcément des Mars et un Coca. Voilà, ça c'était la partie, la petite partie d'une minute, mais qui était importante d'aborder. Maintenant, pour terminer cet épisode, on va également aborder tout ce qui va être les températures, chaud-froid. Parce que l'influence autant balistique qu'organisation va être importante, notamment lorsque vous avez froid. Qu'est-ce que vous allez conseiller du coup aux personnes qui nous écoutent pour pouvoir déjà rester sur une performance optimale? De se couvrir correctement déjà, parce que ça peut être un grand combat. C'est se couvrir correctement ne veut pas dire mettre 6 épaisseurs. Parce qu'à 6 épaisseurs, on ne peut plus jouer, mais par contre d'avoir les bons vêtements. Upsi. Désolé, les aléas du direct, le chien. C'est un invité surprise. C'est l'invité surprise, c'est Upsi, mon chien, qui aime pas quand il fait froid, donc elle aime pas qu'on lui mette des couches supérieures. Qui a failli s'appeler Ursaf en plus. Qui a failli s'appeler Ursaf, c'était l'année des U, bien évidemment. Et le pire, c'est que c'est pas une blague. Et donc du coup, de s'habiller de manière appropriée. Donc par exemple, ça peut être, il y a plein de pantalons maintenant qui sont un peu fourrés, où on peut mettre des collants de ski en fait sous le pantalon. Ça peut être des chaussettes un peu plus épaisses. Ça peut être, moi je trouve qu'au-delà de 3 couches, ça commence à être compliqué en haut. Donc des sous-pulls. Enfin, beaucoup de golfeurs l'hiver mettent des vêtements de ski en fait, vu que c'est ce qui tient le plus chaud. On peut avoir aussi des petites chaufferettes, aussi bien dans les chaussures que dans les poches, des moufles, bonnets, et bien évidemment, c'est une blague, restez chez vous, prenez un chocolat chaud, regardez un film. Ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens de jouer dans ces conditions. Ah, mais il faut vraiment être optimal. C'est vrai, 3-4 couches. Moi, j'aimais pas vraiment jouer avec beaucoup d'épaisseur. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de les optimiser ces couches-là. Donc, forcément, essayer de mettre une couche, des textiles qui sont hyper chauffants, qui sont hyper fins. Vous mettez ça avec un bon col roulé par-dessus. Déjà, ça va bloquer quand même pas mal le froid. Et oui, et après, il faut essayer de garder les mains au chaud. Moi, je sais que le froid sur les mains, il n'y a rien de plus horrible que d'avoir des membres qui ont froid, quoi. Donc c'est pour ça que les mains, quand elles sont bien au chaud, au moins vous avez la certitude d'avoir c'est le seul point de contact que vous avez avec le club. Au moins déjà quand vous allez toper votre balle, vous n'avez pas l'impression d'aller perdre vos doigts. Donc c'est certain que gardez vos mains au chaud, ça c'est le plus important. Et pareil, la balle aussi. La balle, plus vous allez pouvoir la garder au chaud, plus elle sera entre guillemets plus élastique et du coup avec une meilleure balistique. Si elle est dans le froid, elle durcit et du coup elle a tendance à aller moins loin. Ouais, donc si jamais vous avez vos gants, vos moufles d'hiver avec à l'intérieur des chaufferettes, prenez votre balle avec, mettez-la dedans et vous allez voir, au moins vous allez optimiser déjà votre distance. Donc n'hésitez pas à avoir cette petite astuce, ça c'est certain. Alors là on a parlé du froid, maintenant quand il fait chaud. Bon, non, on va parler aussi de la balistique, qui va être assez simple lorsqu'il fait froid. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il fait froid sur la balle ? La balle, pour les raisons déjà que j'ai évoquées par rapport au fait qu'elle soit plus froide et que du coup elle soit plus dure, on a plus de mal à la compresser et du coup à aller plus loin. Et après, il y a un autre sujet par rapport à la densité de l'air. Et en fait, la balle vole plus quand il fait chaud que quand il fait froid. Grosso modo. Enfin, c'est vraiment pour vous aider à trouver un petit repère facile, mais enlever quasiment 1 mètre par degré en moins et en plus. Voilà, à peu près 1 degré, c'est vraiment 1 degré, 1 mètre. C'est pas une valeur sûre, mais en gros, ça donne déjà une. Tu l'as d'où, ça, à peu près, ça ?
comme data? Ça, il a fait beaucoup d'études sur la scientifique, il a fait 3 ans. C'est d'après les données Trackman, les tests qui ont été faits, ils disent que c'est entre 0,9 et 0,9 et 1,2 yards par degré. Ah ok, j'ai pas vu cette étude parce que justement, alors moi je suis complètement d'accord avec ça, que la balle est vraiment influencée par la température. C'est influencé déjà par le nombre d'épaisseurs qu'on a sur nous parce qu'on tourne moins. Mais en termes de balles, véritablement, pour moi, il y a effectivement, dans mon expérience de joueur, il y a une différence entre taper en polo à 20 degrés, taper en polo à 10 degrés, taper en polo à 5 degrés et de voir ce que la balle fait, même si je suis chaud. Et selon moi, la balle vole moins il y a de degrés dans l'air. Et justement, des personnes de chez Trackman m'avaient plutôt dit le contraire, que en fait, la différence était minime. Donc, vu que tu avais des chiffres, ça m'intéressait. Non, il y a vraiment des chiffres. Et forcément, c'est pour ça que je mets des guillemets, c'est que je trouve qu'on est très sujet aussi à ce que tu as dit sur le fait que si tu as les mains froides et que tu as 4 épaisseurs, en final, le froid a encore plus d'impact que réellement les degrés de la balle. Tu swings beaucoup moins vite et à ce moment-là, tu perds beaucoup plus que ça. Je swing plus vite quand il fait froid pour rentrer plus vite chez moi. Je fais moins de coups et je swing plus vite. Mais c'est vraiment un sujet, le froid et l'hiver. Je vois trop de personnes qui essayent de garder leur distance d'été et qui se disent tiens, l'hiver, je fais au faire 7, je fais 130 mètres. Enfin, normalement, je fais faire 7, 130 mètres et au final ils en font 110. Ça va très vite, hein. S'il fait 6 degrés, ça arrive quand même très vite de jouer à 5-6 degrés l'hiver avec 3-4 couches sur toi. Tu les fais plus jamais les 130 mètres, tu vois, tu fais 110. Ouais, l'un de mes premiers hivers, je m'en souviens parfaitement, le premier hiver là où j'avais mon Trackman, c'est l'hiver, tu sais, là où on est allé s'entraîner, Antoine, à Dubaï. Et quelques jours avant de partir à Dubaï, justement, je faisais des vitesses, je regardais la vitesse de mon club, un peu par curiosité, sur le Trackman avec le driver, et je me disais mais c'est bizarre, j'avance pas, le club il passe pas vite du tout, et j'étais presque inquiet la semaine avant de partir à Dubaï de me dire mais j'avance plus, je sais pas ce qui se passe. Et on était à peine arrivé à Dubaï, on avait beau être fatigué, mais il faisait 28, 29 degrés l'après-midi, et là tout d'un coup j'avais vu les chiffres de vitesse de tête de club et je m'étais dit waouh la vache, il y avait une différence de 7 ou 8 miles de vitesse de tête de club. Donc, on parle de 7 ou 8 miles, on parle de 12-13 km/h pour ceux qui n'ont pas les conversions. Donc, ce qui est quand même monumental. Ouais, et puis, en termes de vol de balle, on est sur du 20-25 mètres, quoi. Oui, et puis on était à 35 degrés d'écart, vu qu'on devait être en dessous de 0 à Lyon à ce moment-là, et proche des 30. Donc, il y avait vraiment des très, très grosses différences. Mais j'étais même surpris sur la vitesse de club, en fait, à quel point, en fait, quand on a froid aux mains, quand on a froid aux pieds, parce que les pieds, c'est de là aussi d'où part la vitesse. Quand on est tout en contenancé dans 8 couches, c'est peut-être pas le moment là où on va se dire qu'on va faire de la haute performance en fait, parce que ça va être compliqué, on va travailler sur d'autres choses mais on n'est pas là pour être au max quoi. Moi j'avais un repère qui était assez simple, moi je vous donne ce que j'avais, c'est que quand j'avais une température qui était à 2-3 degrés 2-3 degrés et par rapport à 20 degrés, alors par rapport à la température, par rapport au nombre de couches, moi c'était un club et demi à peu près. Je sais que pour combien tu dis quand il faisait 2-3 degrés et quand il faisait ensuite 20 degrés. Moi c'était ce que j'avais comme c'est à peu près du 1 mètre du 1 mètre par degré comme le dit Kevin, là ça ferait du 17 mètres à peu près. Exactement. Moi, mon fer 7 que je tapais à 155 dans les conditions optimales, je me souviens, je sortais à Sébastien. Je tapais à 140 quand il faisait 3 degrés. Donc moi, c'était cette référence, c'était 15 mètres, un club et demi, tout simplement. Donc si vous voulez vraiment rendre les choses plus simples, pensez au petit club et demi, ça sera largement suffisant. Et ne flippez pas tout l'hiver comme Sébastien avant Dubaï. N'ayez pas peur, je suis passé par là aussi. Bon, parfait, je pense qu'on a beaucoup développé sur pluie, vent, chaud, froid. Donc un épisode qui vous a, je pense, beaucoup éclairé sur comment vous aider à optimiser toute votre performance dans ces conditions-là. Je pense que si on terminait chacun par un conseil, je vais dire, allez, Kevin, tu vas me parler vraiment ce qui t'a marqué, toi, sur la pluie, Seb sur le vent et moi sur le chaud-froid. Kevin.
Sur la pluie, moi je dirais organisation. Pour moi, comparé aux deux autres, je dirais que le point numéro 1 pour la pluie, c'est d'être bien organisé pour rester au sec, enfin les clubs au sec et les mains au sec le plus longtemps possible. Donc vraiment optimiser, mettre toutes les chances de son côté sur des petites choses comme on a dit. Donc chariot à 3 roues et pour poser le parapluie, vous avez même les mains libres et des gants ou des gants de pluie et des serviettes sèches. Déjà, si vous avez arrivé à tenir ça quand il pleut, vous allez pouvoir plus facilement performer dans ces conditions. Seb, concernant le vent? Sur le vent, je fais une dédicace à coach Benito, mon entraîneur, donc balle basse, balle efficace. Le petit adage. Non, dans le vent, ça c'était juste pour la petite vanne, mais même si c'est assez vrai, dans le vent, moi je veux juste d'être créatif. De s'autoriser à ralentir, à accélérer le rythme, à jouer avec le vent, à jouer contre le vent, de vraiment voir le vent comme quelque chose qui va vous aider à encore plus jouer au jeu de golf, justement. Ok, et toi Antoine? Moi, sur la notion chaud-froid, je pense qu'on va vraiment parler de la distance, quoi. Je pense qu'il faut être vraiment vigilant, que les distances sont moindres par rapport à ça. Comme on vous l'a expliqué, on a des astuces. Moi, la mienne était tout simplement un club et demi. Donc après, voilà, si jamais vous avez 10 degrés par rapport à des conditions optimales qui font 20 degrés, dites-vous peut-être que c'est un demi-club, un trois quarts de club. Et lorsque vous avez 2 degrés, partez du principe que c'est un club et demi de moins par rapport aux 20 degrés. Donc pour faire extrêmement simple. Donc je pense qu'il faut juste être vigilant sur vos distances et parfois, n'hésitez pas aussi à tout simplement prendre vos distances lorsqu'il fait chaud et lorsqu'il fait froid. Voyez ça avec votre pro. Avec le TrackMan, je pense aussi que ça peut être très intéressant d'optimiser tout simplement pour voir, parce qu'on a parlé dans le sens d'optimiser dans des bonnes températures, mais on peut aussi essayer de voir ce que ça donne, même quand il fait 20 degrés, passer sur une sous-optimisation à 2-3 degrés. Une normalisation. Ouais. Ouais, c'est cette chose que je fais. Par exemple, j'ai un élève qui nous écoute pas, donc je le salue pas, mais un élève qui est mexicain qui joue, du coup, il s'entraîne ici en France parce qu'il habite en France, mais il joue quasiment qu'au Mexique parce qu'il fait des allers-retours tout le temps. Et en fait, je l'entraîne réellement. J'ai plus exactement. Il joue à Chapultepec, qui est en plus en altitude. Porte de Chapultepec, sortie 12 sur le périph', c'est ça? Mais du coup, je lui fais la normalisation à 30 degrés et je crois que c'est 500 ou 800, je sais plus d'altitude, même plus. Je dis peut-être n'importe quoi. Je sais plus exactement ce qu'on fait, mais en tout cas, je joue sur la normalisation pour que lui, il joue, et en plus, il joue en yard. Alors, je vous dis, je change tout pour lui sur le TrackMan pour que lui, en plus, joue en conditions directes. Si vous jouez tout le temps à 35 degrés et à 1500 euros, à 1500 mètres d'altitude. Il vient de nous donner son tarif horaire. Il vient de nous donner son tarif horaire, là, c'est gênant. Et n'hésitez pas à regarder, si vous regardez des chiffres sur le TrackMan, d'essayer de les mettre avec la bonne normalisation pour vous déjà avoir une idée de température et de vol de balle à ces températures-là. Et vu qu'on nous écoute un petit peu partout dans le monde, vu qu'on a la chance de pouvoir voir un petit peu les pays là où on nous écoute, donc tous ceux qui sont au soleil, ne revenez pas et ne testez pas nos conseils sur le froid. Restez au chaud, s'il vous plaît. Ouais. Et invitez-nous pour... invitez-nous pour qu'on tourne un épisode chez vous. Merci. Bon, sur ces belles paroles, écoutez, ravi d'avoir fait à nouveau ce 25e épisode avec vous, messieurs. Ça va être notre avant-dernier épisode normalement de l'année. Ça va faire bientôt déjà 1 an qu'on aura commencé cette aventure ensemble. Donc, écoute, beaucoup de chemin parcouru. Je suis très nostalgique. J'ai l'impression que ça fait 20 ans. Je vois que tu as là, les yeux pétillants. Et encore tellement à parcourir. J'ai la goutte à l'œil, effectivement. Donc, écoutez, tout simplement, je vais te laisser, Kevin, terminer cet épisode en reparlant de nos sponsors. Et ensuite, Sébastien clôturera définitivement ce 25e épisode. Un grand merci à Golf Planet. Oui, parce que je peux le faire dans plusieurs sens différents aussi. Okay. oui, c'est impressionnant. Donc, un grand merci à Golf Planet, média digital sur lequel vous pouvez retrouver toute l'actualité golfique. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les nouveautés de la semaine, enfin tout ce qui s'est passé la semaine d'avant, le lundi matin, et aussi la sortie des épisodes des Tontons. Un grand merci à Callaway toujours pour leur soutien pour les Tontons et pour tout ce qu'ils font pour nous de façon générale.
Et un grand merci à Wally Clubmaker du coup pour son aide, surtout les supports, les réseaux sociaux, pour tous les shortcuts, pour tout le côté visuel, marketing. Donc un grand merci à eux et allez faire vos petits cadeaux de Noël chez eux. Ils ont plein de choses pour vous sauver le 23 décembre avant de... si vous n'avez toujours pas fait vos cadeaux. Ils n'ont pas de boutique à Lyon, donc je suis un peu dans la mouise, moi. mais ils livrent. Tu peux leur demander. Donc un grand merci à eux. Et voilà, je laisse le dernier mot à notre ami Sébastien. Et merci à tous. Et déjà merci Antoine, Kevin et moi-même, et Upsi qui nous a fait une petite irruption dans cet épisode. Non, surtout merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, ce 25e épisode jusqu'au bout, sur les conditions climatiques, là où bien évidemment nous sommes en plein dedans, comme on dit, en ce moment. Vous pouvez bien évidemment nous faire part de vos retours sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Nous y sommes, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. Nous, ça nous fait du bien, ça nous motive. Ça nous permet de savoir ce que vous attendez de nous, ce qu'on peut faire pour vous et comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce projet tous ensemble. Donc, merci beaucoup, mes potos. Merci beaucoup à toutes et à tous. Un tout petit mot juste pour dire qu'il y a encore le jeu concours sur les réseaux, donc n'hésitez pas à essayer de gagner un super driver à e-smoke. J'ai cru que tu allais dire un petit mot pour la petite Martine qui attend sa mère à l'accueil. Non, voilà, toujours dans la bonne humeur. Donc encore une fois, merci à tout le monde et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le 26e épisode des Tontous Golfeurs. Allez, à bientôt.